Ok, bon, bah, c'est enregistré, c'est bon. Alors ça, Nickel. c'est bon. Donc Nicolas, comme on a dit, hein, si tu m'interromps au fur et à mesure, il n'y a pas de... Santé, Ah oui. écran 2. Là, vous avez mon diapo en plein écran, là, c'est bon? Pas tout à fait, mais attends, c'est peut-être à moi de dégager En haut à ce droite, truc-là. les trois petits points. Ça va. En haut à droite, les trois petits points. Tout en haut. Non, ça c'est. Non, d'abord, allez-y, en haut à droite d'abord. En haut. En haut à droite, tout en haut à droite. Ah oui, là, Trois petits carrément. points, là, tac, mettez le plein écran déjà en dessous, à droite, complètement à droite. Là, voilà, tac. Et puis maintenant, allez en bas, galerie. Il y a les petits bonhommes là, affichés, ou l'affichage, je ne sais plus ce que c'est. Les trois petits points, sinon pareil. Il faut mettre l'affichage, modifier la mise en page, voilà, tac. Vous mettez Par latéral. par latéral, oui, c'est bien. Voilà. Ok. Ok, c'était bon pour nous. Ok, parfait. Hop, on va mettre ça comme ça. Putain. Ok. Donc l'idée un peu de cette restitution, c'est de vous présenter les résultats de cette étude, l'étude de données, étude du territoire, afin de vous aider, vous aussi, à y voir un petit peu plus clair sur les données que vous avez, sur les données présentes dans les bases de données de l'Agence de l'eau et sur les potentielles mises en place de suivi un petit peu plus poussé à venir. Donc l'idée là, ça a été de se baser dans un premier temps sur les pressions à l'échelle du territoire, que ce soit des pressions industrielles, des pressions agricoles. Ces pressions vont avoir un impact sur le milieu. Et nous, la stratégie, c'est de se dire, est-ce que les pressions qu'on arrive à mettre en évidence, on va voir leur impact sur le milieu via les données qui aujourd'hui sont existantes. Donc, on a travaillé à la fois avec vos données internes, mais aussi avec les bases de données des agences de l'eau sur les dernières années. L'idée derrière est de se dire, est-ce qu'il manque des données? Est-ce que le suivi il est adapté à la problématique de nos milieux? Et aussi de se questionner sur les pratiques pour modifier ces pratiques et du coup modifier les pressions, modifier la qualité du milieu. Donc ça, c'est la stratégie qui a été mise en place là dans cette étude. Donc, dans un premier temps, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec la démographie. On a regardé la démographie pour comprendre un peu les dynamiques sur le territoire, parce que l'évolution de la population, ça va influencer directement à la fois l'occupation des sols, les besoins en ressources, les rejets dans le milieu. Si on a une croissance qui est beaucoup plus soutenue, on va avoir une augmentation de l'artificialisation, une intensification de l'agriculture, ou des pressions sur les infrastructures d'assainissement. Et l'inverse est tout aussi vrai. Donc, l'analyse démographique, elle met en évidence deux dynamiques un peu plus contrastées entre l'Aqaba et le Cantal. Entre 1982 et 2021, les données qu'on a s'arrêtent en 2021. Le Cantal a connu une baisse de 11,4%, donc c'est sur 40 ans. Ça illustre bien l'exode rural avec une perte continue d'habitants. Par contre, sur cette même période, la population de l'Aqaba, elle est restée relativement stable. Elle a même enregistré une légère diminution de 0,6% en 31 ans. Mais encore une fois, il nous manque les dernières données qui ont pu même avoir une augmentation sur 2021-2025. Et du coup, ça suggère, c'est assez logique, mais que l'Aqaba, elle a résisté à la déprise démographique. Elle joue au sein du département vraiment un rôle d'attractivité encore à l'échelle locale. Et ça s'explique aussi par une concentration de services sur ce type d'agglo, avec les emplois, les infrastructures, tout est là à l'Aqaba. Hop. Donc maintenant, on peut regarder un petit peu les répartitions des âges. On a encore une fois à gauche le Cantal, à droite l'Aqaba. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une population qui est globalement vieillissante à la fois tant dans le Cantal que dans l'Aqaba, avec des moyennes d'âge relativement similaires. On est sur 46,9 et 45,1. Par contre, le Cantal, on a une part légèrement plus importante de seniors avec 22,8 de 60 à 74 ans contre seulement 21 sur l'Aqaba. Bon, à l'inverse, l'Aqaba, ça se distingue aussi par une proportion de jeunes un petit peu plus élevée. Et donc ça, c'est aussi intéressant
parce que ça va avoir une implication directe sur notamment la consommation de médicaments et du coup, par conséquent, la présence de médicaments dans les eaux usées domestiques et aux stations d'épuration. Parce que les personnes âgées vont avoir tendance à consommer davantage de médicaments pour traiter des pathologies chroniques, que ce soit hypertension, diabète ou maladies cardiovasculaires, ce qui entraîne du coup une augmentation des rejets dans les eaux usées. Et ça représente aussi un enjeu, parce que les STEP vont devoir aussi s'adapter, notamment vis-à-vis de la nouvelle DERU là, qui a été votée à l'échelle européenne, où certaines stations, donc c'est plus de 100 000 équivalents habitants, ou des stations avec des capacités plus faibles, mais qui rejettent dans des zones dites sensibles, sachant que ce qui est appelé zone sensible aujourd'hui n'est pas encore trop défini, vont devoir mettre en place de nouveaux traitements sur des traitements quaternaires sur les résidus pharmaceutiques. Voilà. Et donc, au-delà de l'approche curative, avoir ces données, ça permet aussi de faire du préventif et de sensibiliser à la fois les professionnels de santé et le grand public sur les optimisations de prescription ou les dispositifs de collecte disponibles au sein de l'agglo. Là, on va faire un petit focus maintenant sur l'emploi. Là, on va regarder un petit peu tous les chiffres, que ce soit emploi, agriculture, industrie, avant d'aller se focaliser sur les données de qualité d'eau. Donc l'évolution de l'emploi à l'échelle du Cantal, on voit qu'il y a des fortes baisses, notamment dans le secteur agricole, on a perdu, on a moins 16%. Donc en bleu ciel, c'est 2010, là c'est 2015 et là c'est 2021. Et on a aussi une baisse de 15% dans le BTP. Ça illustre ça, le déclin de secteur qui est quand même structurant à l'échelle d'un département comme le Cantal. Et ça aussi contribue à l'exode des actifs vers les territoires plus dynamiques comme l'Aqaba. À l'échelle de l'Aqaba, du coup, la situation est un petit peu plus contrastée. On a des légères baisses sur l'industrie et le BTP, mais on a le secteur agricole qui arrive à se maintenir. Sachant qu'encore une fois, les gens ne vont pas forcément travailler là où ils habitent, donc il faut faire attention aussi si on dit juste sur le secteur Kaba. Ça, c'est comme les ventes de pesticides. On a les données sur un secteur, par contre, ça peut un peu dépasser derrière. Donc voilà un petit peu le point sur l'emploi. Là, on s'est intéressé aussi maintenant à l'industrie. Donc, la ville d'Aurillac et l'Aqaba présentent quand même une forte concentration d'activités économiques. On a surtout des garages, des stations-service, des industries diverses. On a des commerces qui utilisaient des transformateurs, mais aussi des zones de stockage, notamment de métaux. Et ces activités sont particulièrement regroupées sur le périmètre urbain d'Aurillac, où la densité est quand même plus élevée. Cependant, on a quand même un constat qui est un peu plus préoccupant qui émerge, c'est que la moitié des activités industrielles qui sont recensées affichent un statut qu'on pourrait dire indéterminé. Là, on a uniquement les données de la base de données géorisque. Donc, il y a une absence de classification. Ça pourrait faire l'objet d'investigations complémentaires pour vraiment avoir les informations détaillées sur ces activités-là. Ce qui est aussi faisable à cette échelle-là, c'est de ne pas uniquement regarder les données géorisques, mais aller aussi regarder la base de données Sirène qui regroupe les activités en fonction des codes APE, parce que c'est des données qui vont être beaucoup plus fournies et qui ne sont pas non plus très spécifiques au secteur de l'industrie. Et donc ça, j'en parlerai tout à la fin sur les recommandations. On a un peu des choses là-dessus déjà. Voilà, si on s'intéresse aux installations qui sont soumises à autorisation, là, c'est toutes celles qu'on voit ici. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un panel quand même qui est très large. Ça va de l'industrie au secteur pharmaceutique, agroalimentaire, fabrication de meubles. Et en fait, d'avoir des secteurs quand même qui sont très larges comme ça pose entre guillemets un problème, c'est que l'utilisation possible de produits chimiques est quand même extrêmement variée. Et donc, on ne va pas avoir une typologie d'activité et du coup, une typologie de molécules à étudier. Il va falloir regarder un panel très large. Parce que du coup, en fait, l'industrie relargue quand même dans le sol et dans les eaux une grande diversité de molécules et de familles de molécules. Là, je vous ai présenté les principales. Voilà, on a par exemple les métaux, que ce soit le plomb, le cadmium, l'arsenic, le zinc. Eux, ils ont un comportement un peu spécifique. Ils vont s'accumuler dans les sols, dans les premières couches du sol. Et après, on appelle ça du coup, c'est une source, ça va s'accumuler
dans le sol et ça va être lessivé avec le temps et ça va se retrouver un peu constamment dans les masses d'eau environnantes. Pareil pour les HAP et les PCB, même si les PCB aujourd'hui, il y en a quand même plus trop beaucoup, du fait de leur interdiction. Nous, sur la phase eau, on ne détecte plus de PCB. Ouais. J'ai une petite question. Oui. Dans votre analyse, vous dites le fait que on ait une multi-activité et donc de nombreux paramètres à aller regarder. Moi, j'y vois aussi, par contre, peut-être un avantage, c'est d'une facilité peut-être justement, une fois qu'on l'a détecté, d'avoir une analyse plus rapide, puisque finalement, peu d'industries concernées pour aller chercher l'origine, quoi. Oui, c'est ça. Ça, c'est un avantage aussi, c'est ça. C'est que si on veut être exhaustif dans un premier temps, il va falloir taper large sur les familles étudiées. Par contre, derrière, ça sera beaucoup plus facile de remonter et de se dire, voilà, les PFAS, ce PFAS-là, il est utilisé dans cette industrie et moi, j'en ai qu'une sur mon secteur. Donc, pour remonter à l'origine, c'est quand même plus facile d'avoir des trucs un petit peu diversifiés. Du coup, pour les HAP, c'est un peu le même comportement que les métaux. Les HAP vont avoir tendance, eux, déjà, ils sont issus de tout ce qui est combustion industrielle, combustion diesel, solvant. Et en fait, c'est généralement les fumées qui vont se redéposer aux alentours des sources d'émissions. Et en fait, ils vont se stocker dans le sol et dans les sédiments. Ils vont très peu se stocker dans l'eau. Ils ont très peu d'affinité pour l'eau. Donc en fait, c'est pareil. Quand on va avoir un sol qui est contaminé en HAP, il va relarguer tout doucement des HAP dans la phase eau. Après, voilà, on a des phytosanitaires qui sont utilisés aussi dans l'industrie, notamment dans tout ce qui est matériaux de construction, peinture, ce genre de choses, en antifongique pour éviter que les mousses, les champignons se développent sur les crépis, sur les peintures, sur les toitures. Donc, on retrouve quand même des phytosanitaires sur ce type de contamination du coup industriel. Et aussi des molécules aujourd'hui où voilà, on en entend beaucoup parler, les polluants éternels, les PFAS, qui eux sont utilisés à la fois dans tout ce qui est adhésif, imperméabilisant, et aussi principalement dans les mousses incendies. Voilà, donc ça, c'est des polluants qui ont une particularité. On dit qu'ils sont extrêmement persistants, c'est-à-dire qu'ils vont quasiment jamais se dégrader. Donc une fois qu'ils ont été émis dans l'environnement, ils vont y rester sous la même forme. Voilà. Donc ça, c'est les grandes familles qu'on va pouvoir retrouver. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus aux résultats. Là, on va commencer par les métaux. Donc les métaux, il faut savoir qu'avoir de faibles concentrations en métaux, c'est tout à fait normal. C'est issu des processus d'érosion des roches, des sols. Et les concentrations qu'on va retrouver dans les masses d'eau, naturellement, vont aussi être très variables en fonction des régions. Là, vous avez des teneurs en métaux dans les formations géologiques de votre région. Donc, on voit qu'entre du cobalt et du chrome, on a vraiment des grosses variations. Donc, potentiellement, on retrouvera plus de chrome et de nickel que de cobalt. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect régional. Donc, les eaux qui vont ruisseler sur ce type de formation géologique vont avoir généralement des teneurs en lien avec le sol. Par contre, des teneurs avec des éléments beaucoup plus élevés, où vous avez des pics, par exemple, là, on va pouvoir se dire, là, il y a peut-être quelque chose d'anthropique. Donc, soit lié à l'industrie, la métallurgie ou encore l'agriculture. Donc ça sert d'élément de base pour voir ce qui pourrait être naturel ou pas naturel. On peut commencer par l'arsenic. Alors là, c'est les données donc, de l'Agence de l'eau depuis 2020. On n'est pas remonté non plus beaucoup plus en amont. Donc vous avez la Jordan. Donc en vert, vous avez le secteur amont, en rouge, secteur médian, et en bleu, le secteur aval. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation de la concentration vers l'aval. De ce niveau-là, c'est tout à fait normal parce que du coup, les eaux vont ruisseler de plus en plus et se charger naturellement en éléments. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation saisonnière qui est quand même très marquée. On voit que sur la période juin, juillet, août, on a à chaque fois une augmentation des teneurs en arsenic. On reste quand même inférieur aux normes de qualité environnementale qui sont de 4,2 microgrammes par litre parce qu'on atteint au maximum quasiment 2,5, mais on a quand même un phénomène qui est très marqué. Et ça peut s'expliquer parce qu'en fait, on va avoir des changements de conditions d'oxydoréduction du milieu. En période d'étiage, on va avoir une baisse des niveaux d'eau qui vont favoriser l'apparition
de conditions réductrices. Et en fait, ça va induire la dissolution des hydroxydes de fer, où en fait, l'arsenic est piégé. Donc, naturellement, il est piégé sur les hydroxydes de fer, mais à l'étiage, conditions réductrices, on détruit ces oxydes et l'arsenic est libéré. Donc là, on a un comportement très particulier, mais qui, selon nous, est tout à fait naturel. Sachant que voilà, pour l'arsenic, on peut avoir des fois des concentrations très élevées, plus élevées. C'est par exemple notamment le cas sur le Gavanel et sur le Roanne, où là on dépasse les 4,2 que sont la NQE. Donc on atteint 7 microgrammes par litre. La question là, elle est de se poser si on est sur quelque chose de naturel ou sur un apport anthropique. Par exemple, chez nous dans la région, on va avoir des eaux très riches en arsenic parce qu'on est sur un socle granitique où l'arsenic est très présent. Donc voilà. Là, à ce niveau-là, parce que là, c'est les données de l'étude, c'est l'étude écométrique que nous avions fait en 2023. Donc c'était vraiment sur une période, donc on n'a pas plus de données sur ces deux secteurs, donc on ne peut pas aller plus loin sur le source naturelle ou source anthropique là-dessus. Mais ça pourrait, même à des concentrations supérieures au NQE, être tout à fait naturel. Là, on va passer au zinc. Donc là, c'est le secteur, là, c'est la Jordan que vous avez ici, et ici, ça va être l'Acer, ici. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a des concentrations qui sont généralement inférieures à la NQE, qui est de 7,8 microgrammes par litre. Là, vous avez la barre en rouge qui représente la NQE. Alors ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a un pic de concentration remarquable au mois de mars. Encore une fois, en vert, vous avez le secteur amont, en rouge, le secteur médian, et en bleu, le secteur aval. Donc on a vraiment un gros pic là qui ressort le 22 mars. On a quasiment 37 microgrammes par litre. Ce que l'on voit, c'est que ce pic, en fait, il se retrouve sur la serre juste après, parce qu'on voit qu'on a une augmentation de la concentration en zinc après la confluence avec la Jordan. Donc, on a vraiment un apport de la Jordan sur la serre. Alors là, il y avait plusieurs hypothèses qu'on avait émises. La première était qu'il y avait eu une accumulation potentielle de neige sur les toitures en zinc. Et la période de fonte du mois de mars a fait que la neige chargée a été transformée en eau, très chargée en zinc, et s'est retrouvée dans le cours d'eau. La deuxième hypothèse, c'était l'usage de fondants routiers utilisés du coup pour déneiger. Mais en fait, après discussion avec la CABA, on a vu que sur ce secteur, il n'y avait plus d'usage de fondants routiers. Donc cette hypothèse-là ne tient plus la route. Et enfin, une dernière hypothèse possible, ça serait de l'usage en tant qu'antifongique agricole, potentiellement, même si on a regardé sur ce secteur-là, l'activité agricole, à part des prairies, il n'y a pas grand-chose. Donc aujourd'hui, on n'explique pas encore définitivement ce pic de concentration en zinc très élevé qui est totalement, lui, anthropique. Là-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est les comportements principaux, sur les deux métaux principaux, où on avait vu des comportements particuliers. Ce qu'on a vu aussi, c'est que sur le nickel, on avait parfois des dépassements des normes de qualité environnementale, mais si on revient aux valeurs qu'il y a dans les roches de la région, certaines roches sont potentiellement aussi riches en nickel. Donc potentiellement, les eaux vont être aussi riches en nickel et se charger au fur et à mesure qu'elles vont avancer dans le bassin versant en nickel. Voilà, tout ce qui est cuivre et plomb, on n'a pas vu de concentration préoccupante. Et sur le chrome et sur le cadmium, on a très peu de données là-dessus. Voilà, donc globalement sur les métaux, on voit qu'on a des concentrations relativement faibles, généralement en lien avec l'érosion et du coup l'altération des roches de surface. Donc ces roches, des roches volcaniques avec parfois des teneurs, comme on l'a vu en nickel, qui sont potentiellement élevées mais naturelles. La question se pose, voilà, sur le pic de zinc, où encore une fois, là, va falloir peut-être étudier un petit peu plus, et l'arsenic sur son origine naturelle ou anthropique, notamment sur le Gavanel et sur le Roanne. Donc voilà sur les métaux. Là, on va regarder maintenant les HAP, qui sont eux aussi en lien avec l'industrie.
Donc, pour tout ce qui est HAP, là, vous avez les concentrations HAP sur l'autre. Donc, c'est la station l'autre au pont du Mercadier. C'est les données agences de l'eau. C'est les données agences de l'eau encore. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des pollutions qui sont diffuses en benzoapyrène. Le benzoapyrène, il est en orange. Donc, voilà, lui, il est présent à peu près tout le temps. Et des concentrations plus ponctuelles en benzo-B-fluorantène, qui lui est vert. Voilà, pareil sur le fluorantène qui est en violet. Donc la présence de HAP là dans l'autre, elle pourrait potentiellement être liée à l'industrie du bois, parce qu'il y a une industrie du bois juste en amont des sites de suivi là sur cette station. Et typiquement, l'industrie du bois, la combustion, ça fait partie des principales sources de relargage de HAP dans l'environnement. Une autre chose particulière un peu sur les HAP, donc là c'est sur la Jordan au pont du Bousquet. On voit qu'on a relativement des concentrations faibles en HAP, sauf le 20 septembre 2021, où on a vraiment un gros pic de HAP par rapport au bruit de fond général. Et ici, l'hypothèse, c'est qu'en fait, il y a eu un incendie sur un silo de poussière de bois en avril 2021, donc potentiellement l'industrie Lafa. Ça, c'est à voir avec vous. Et donc, cet incendie s'est produit en avril. Donc, l'incendie a produit des fumées très riches en HAP qui se sont redéposées partout aux alentours. Et comme je vous l'ai dit, les HAP ne vont pas être libérés directement dans la phase aqueuse parce qu'ils ont quand même une forte affinité pour le sol et les sédiments, mais ils vont être relargués, on le voit quelques mois plus tard, au mois de septembre. Donc ça, c'est l'hypothèse de cette contamination industrielle en HAP là sur septembre 2021. Et on s'arrête en 2021 parce qu'il n'y a pas eu d'autres données. Là, on est sur les données agences de l'eau. Il n'y a pas eu d'autres données de suivi là-dessus. Donc voilà, en gros, sur les HAP, sur l'autre, on a vu du benzoapyrène, du benzo-B-fluorantène. Sur la Jordan, surtout du benzoapyrène. L'idée, là, c'est d'essayer d'augmenter peut-être un peu plus les fréquences de mesures, d'avoir au moins 2 mesures par an, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de données quand même sur les HAP, et aussi de plus se focaliser sur la phase sédimentaire, parce que c'est la phase sédimentaire qui présente le stock de HAP. Étudier uniquement la phase eau, on perd quand même énormément d'informations là-dessus. Donc, maintenant, on va passer à tout ce qui est activité agricole et assainissement, parce que voilà, c'est deux sources majeures d'apport de contaminants dans le milieu aquatique. L'agriculture à travers l'utilisation d'engrais, de produits phytosanitaires, et aussi la gestion des effluents d'élevage, et l'assainissement, qu'il soit collectif via les stations ou individuel, voilà, ça va apporter aussi des nutriments. Donc, premier point, c'est que le territoire, il est marqué par une forte vocation agricole. On a environ 66% de la surface qui est dédiée à l'agriculture. Ça fait à peu près 45 000 hectares, avec des zones, notamment au nord et à l'est d'Aurillac, qui dépassent quasiment 80% de terres agricoles. C'est caractérisé par une prédominance de l'élevage bovin, orienté production laitière allaitante, mais aussi des exploitations qui maintiennent une large part aussi sur la surface en herbe. Donc cette agriculture locale, elle est influencée aussi par les contraintes physiques importantes. On a du relief marqué, pluviométrie élevée, on a des hivers rigoureux. Donc ces conditions, elles vont impacter les activités et favoriser les systèmes d'exploitation basés sur les prairies permanentes et temporaires. Sur la partie aval du territoire, pardon, on a une proportion plus importante aussi de terres labourables utilisées pour de la culture, que ça peut être du maïs en silage, mais aussi des céréales destinées à l'alimentation du bétail. Et dans ce contexte, les prairies, ça joue un rôle clé dans la gestion des éléments nutritifs et aussi dans la limitation des pollutions diffuses, moins traiter des prairies que des champs de maïs. Et là, on voit l'évolution. Voilà, donc ça, on a revérifié plusieurs fois les chiffres, mais là, on a les terrains agricoles hors prairie. Donc, là, vous avez 2015 aval amont et 2023 aval amont. Donc, on a eu une augmentation des prairies. J'ai un graphique plutôt, on le voit mieux.
Les prairies permanentes, elles ont connu une augmentation notable de leur superficie totale. Elles sont passées de 27 000 hectares en 2015 à 33 000 en 2023. Ça a progressé de 22,4%. Et cette augmentation, elle est particulièrement marquée sur la partie aval, où les superficies sont passées de 6 000 hectares en 2015 à 10 000 en 2023. À l'amont, bien que la progression ait été importante, les superficies ont également augmenté, passant on est à 20 000, on est passé à 23 000. Donc l'évolution, ça on a revérifié ces chiffres parce que c'est vrai qu'il y avait des doutes, mais sur les données qu'on a récupérées du RPG 2015 et 2023, on a encore retombé sur ces mêmes chiffres. Donc cette évolution des terres, entre 2015 et 2023, elle met en évidence une transition significative vers la prairie permanente au détriment des terrains agricoles hors prairie. Et c'est important de prendre en compte ça parce que qui dit prairie permanente pour élevage dit aussi moins d'intrants sur les territoires. Donc l'élevage, en parlant, ouais. Mathias, pardon. Juste Ouais. sur les prairies permanentes, tu avais pu voir s'il y a eu une évolution de la définition entre 2015 et... Ouais, on n'a pas vu d'évolution de définition, ouais. On a récupéré encore les données la semaine dernière pour revérifier. Et c'est vrai qu'on retombe encore sur les mêmes chiffres. Ok, ça marche. Donc en parlant de l'élevage, l'élevage bovin, ça constitue une source majeure d'apport, notamment en azote et en phosphore, au milieu aquatique, principalement via le lessivage des sols, ruissellement des effluents d'élevage. Et sur le bassin versant étudié, la densité de l'élevage, on voit qu'elle varie significativement de l'amont aussi à l'aval, avec des concentrations beaucoup plus importantes. Là, c'est le nombre d'UGB que vous avez sur chaque commune. Donc on voit que ce secteur-là est beaucoup plus marqué que le secteur amont. Et ça, on le voit aussi. Là, on a recalculé les UGB par hectare et on voit que le bassin de la Serre, on oscille entre ces deux valeurs parce qu'on n'a pas une valeur définie des UGB, c'est des fourchettes à chaque fois. Et on voit que c'est le bassin de l'autre qui représente le plus grand nombre d'UGB par hectare. Donc voilà pour les données du territoire. Là, on va rapidement regarder les données assainissement avant de passer aux données qualité de l'eau. Donc, concernant les ouvrages de dépollution, vous avez ici à la fois tout ce qui est assainissement collectif et assainissement non collectif. On a notamment regardé aussi les ratios sur les ouvrages collectifs par rapport aux non collectifs. Et on voit qu'à chaque fois, quand même, c'est l'assainissement collectif qui va dominer. Donc là, on a, ici, vous avez l'assainissement. Je pense que la carte ici n'avait pas été mise à jour avec le non collectif. Là, la carte est mise à jour avec tous les ouvrages et toutes les données, donc tous les petits points verts, c'est de l'assainissement non collectif. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé notamment la quantité d'assainissement non collectif par kilomètre carré sur les différents bassins. Donc on voit que sur l'autre, on atteint 9,4 assainissements non collectifs par kilomètre carré, ce qui est beaucoup plus élevé que sur la Serre et sur la Jordanne. Pour l'assainissement collectif, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé les équivalents habitants rejetés par mètre cube moyen du cours d'eau. En gros, ça va montrer le pouvoir de dilution qu'a le cours d'eau par rapport aux rejets totaux en termes d'équivalent habitant. Et ce que l'on voit, c'est que la vallée de la Serre présente 5000 équivalents habitants rejetés par mètre cube d'eau, ce qui est beaucoup plus important que la Jordanne ou la Serre. Donc là, il faut vraiment voir l'impact potentiel des rejets par rapport au pouvoir de dilution des masses d'eau. Donc là, déjà, avec ces deux données-là, on voit que la Serre, la vallée de l'autre, à la fois en termes d'assainissement collectif ou d'assainissement non collectif, serait potentiellement la plus impactée sur cette thématique de l'assainissement. Voilà, bon là c'est ce que je vous disais, les différentes familles de contaminants qui vont être potentiellement rejetés par l'assainissement et l'agriculture. Vous avez l'azote et le phosphore et les phytosanitaires. Mais bon, ça je ne vais pas plus rentrer là dans le détail. On va regarder un petit peu maintenant les données. Donc là, vous avez les données en nitrate. En haut, vous avez la Serre. Pareil, vous avez secteur amont en bleu, médian en rouge,
aval 1 en vert et aval 2 en violet. Donc on progresse sur le cours d'eau quand on va vers le violet. Donc vous avez la Serre et la Jordan. Donc ça, c'est les données agence de l'eau. Vous avez aussi les données sur les eaux brutes, qui sont ça les données internes, enfin c'est les données ARS, du coup, c'est les données fournies par la CAVA. Donc la tendance sur le bassin, c'est qu'on voit une augmentation progressive des concentrations, que ce soit, là c'est l'azote, mais que ce soit l'azote ou le phosphore, vers l'aval, ce qui est tout à fait cohérent, avec les activités agricoles qui progressent vers l'aval. Donc la contribution, on a une charge accrue de nutriments au fur et à mesure du cours d'eau. L'amont est généralement moins impacté et l'aval est généralement plus impacté. Donc ça, c'est normal. Ce que l'on voit, c'est qu'on a un comportement un petit peu particulier à chaque fois sur les périodes en vert, ici. On voit qu'on va avoir une augmentation des concentrations. Alors, il va y avoir deux choses. Il va y avoir premièrement tout ce qui est à l'été, donc c'est juillet, août, septembre. Cette augmentation, elle est généralement due aux baisses des débits des cours d'eau. Donc, en fait, on va concentrer dans le cours d'eau. Donc, on n'a pas plus d'apport, mais c'est juste plus concentré. Et les périodes plutôt janvier, février, mars, ça va être des amendements agricoles avec des lessivages via les précipitations. C'est généralement ça qu'on a mis en évidence. Là, vous avez les données en nitrate sur l'autre et sur le Roanne. On voit qu'on a des concentrations sur l'autre qui sont plus élevées. Je vais revenir à la diapo d'avant. Voilà, on est généralement aux alentours de 4 milligrammes par litre de nitrate, que ce soit sur la Jordan ou sur la Serre. Sur l'autre, on est quand même relativement plus haut à 5-6. Et pareil, si on regarde les données au brut, là, vous avez, pardon, je ne vais pas préciser, mais vous avez en vert l'échelle, c'est le sec eau. Donc, on reste sur une qualité verte quand même. Donc là, vous avez les données sur les eaux brutes, où là, on est quand même aussi sur le secteur de l'autre, beaucoup plus élevé. On est généralement à 10 mg d'azote, avec des pics jusqu'à 25. Et en dessous, vous avez le nombre des points de captage. Donc, ce qu'on voit là, c'est que sur l'autre et sur le Roanne, on a aussi des concentrations qui vont être plus élevées. Là, vous avez la reprojection, c'est le suivi interne de la CABA. Vous avez automne, la moyenne au mois de novembre, et vous avez en été, donc la moyenne sur juillet-août. Donc c'est le suivi 2023-2024. Faut pas se fier là aux couleurs, c'est une échelle, juste une échelle au rouge. Il n'y a pas d'autre signification que ça. Donc, ce qu'on voit, c'est que on voit un impact l'été, parce que les concentrations augmentent sur des secteurs là comme le violon et le Roanne, avec aussi des secteurs sur l'autre qui vont être plus impactés à l'été. Donc ça, c'est tout à fait logique, c'est ce qu'on a déjà vu avec les données précédentes. Si on regarde maintenant sur le suivi des ouvrages de dépollution, donc là, on est sur le suivi encore interne de la CABA. Donc, vous avez l'évolution des nitrates, nitrites, ammonium sur la Serre, donc c'est à la station à Souléry. Donc, c'est un traitement conventionnel de bois activé, avec une tendance relativement stable pour les nitrates, les nitrites. Il n'y a pas de signe de dérive alarmante. Il y a un léger écart sur les nitrites en août, mais pas grand-chose. Ça pourrait être juste lié à des conditions de nitrification incomplètes parce qu'il fait plus chaud, baisse de l'oxygène dissous, ce genre de choses. Mais rien d'alarmant sur cette station-là. Là, vous avez la station sur le Couffin. Donc la station sur le Couffin qui est un lit bactérien. Donc le lit bactérien, il a aussi pour caractéristique de traiter que partiellement l'azote. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des nitrates en aval plus importants qu'en amont, parce que ce type de traitement n'est pas fait pour traiter complètement l'azote. Donc idem sur les nitrites. Là, on voit sur l'ammonium, c'est pareil, l'ammonium en aval est beaucoup plus important. Mais de toute façon, c'est un comportement normal sur ce type d'ouvrage. Et là, vous avez la station, l'ouvrage de dépollution qui est sur le Lacan, qui lui est une lagune. Donc là, on a des dynamiques un peu plus atypiques, liées aussi au fonctionnement de l'ouvrage. On voit qu'il y a une augmentation des concentrations en nitrate et en nitrite en fin d'été, début d'automne, avec des teneurs en aval qui restent quand même proches de celles mesurées en amont. Mais on a une anomalie relevée au mois d'août, où on a plus de nitrate en amont
qu'en aval. Alors ça, c'est assez contre-intuitif, hein, et ça pourrait simplement être lié à une erreur de mesure. Parce qu'il n'y a aucune raison qui pourrait expliquer le fait qu'on en ait plus sur l'amont que sur l'aval. On voit aussi qu'on a une augmentation soudaine de l'ammonium au mois d'août. Ici, de l'ammonium ici, là. Ça pourrait être dû en fait à un mauvais entretien en fait de l'ouvrage, un mauvais curage. S'il n'est pas curé régulièrement, ce type d'entretien, on va avoir des départs potentiels de boue sur ces périodes-là. Parce qu'en fait, la chaleur, avec la chaleur, le soleil, on va avoir une surproduction de gaz qui va fermenter et qui va faire flotter un petit peu les boues. Et du coup, les boues peuvent partir directement. Et pour nous, cette concentration en ammonium extrêmement plus élevée là en aval qu'en amont, ça serait un départ potentiel de boue. Et c'est aussi visible sur les données du phosphore. Donc voilà, sur l'azote, ce qu'on a vu, c'est que sur la Serre et la Jordan, on avait une saisonnalité qui était quand même assez marquée. Donc on voyait des pics d'azote 2 fois dans l'année. Le premier lié aux baisses de débit l'été, donc du coup une concentration in situ de l'azote. Donc il n'y a pas d'apport d'azote en fait, hein, c'est juste qu'il y a moins d'eau. Et à l'hiver, c'est plus l'amendement et le lessivage qui va lui augmenter les teneurs en azote du cours d'eau. Tout à fait logique, on a un enrichissement vers l'aval. On a aussi vu qu'il y avait un impact faible des steppes, notamment sous les riz avec les boues activées. Hein. Et concernant l'autre, on a vu que les concentrations en nitrate étaient élevées dès l'amont. Et c'était visible à la fois sur les données agence de l'eau et sur vos données au brut, enfin sur les données ARS au brut. Si on regarde maintenant le phosphore, on a aussi une saisonnalité, on le voit en pareil, période d'été, période d'hiver, et aussi une augmentation vers l'aval. Hein. Encore une fois, l'aval, ça va de l'amont est bleu, après c'est rouge, vert et violet. Donc on a bien une augmentation du phosphore vers l'aval. Pareil, on a une aberration potentielle là, hein, sur ce point-là. Donc c'est la Jordan à Roufiac, où on atteint quasiment 0,8 mg de phosphore. Donc ça, c'est pareil, c'est les données agences de l'eau. Il faut faire toujours attention aux données comme ça, aux gros pics aberrants. Autant le pic sur le zinc que je vous ai présenté tout à l'heure, on est sûr que ce n'est pas une donnée aberrante parce qu'en fait, on le voit de l'amont jusqu'à l'aval. Là, voir uniquement un pic au milieu du cours d'eau, on peut se poser la question sur la fiabilité un peu de cette donnée. Donc là, c'est le suivi interne réalisé par la CABA. Donc là, c'est la moyenne sur novembre 2024, et là, c'est donc automne, et là, c'est la moyenne été de juin à septembre 2023 et 2024. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a pas mal de stations, notamment sur le secteur de l'autre, qui passent du vert au jaune. Et potentiellement, ça serait ce secteur-là le plus impacté. Là, ça serait du coup par les conditions d'étiage, en fait. Parce que si on regarde l'autre, là, c'est le débit de l'autre entre 2023 et 2024. On voit que les pics de concentration vont être obtenus quand il y a les conditions les plus sévères d'étiage. Et les plus sévères parce qu'on arrive à seulement 200 litres seconde juillet, août, septembre en septembre 2023 et 300 litres seconde au mois d'août 2023. Donc on a vraiment une concentration des nutriments dans la masse d'eau due à l'étiage qui est vraiment très important. Et en fait, tous les petits cours d'eau qui vont être en proie à de l'étiage sévère, on va avoir pareil ces concentrations qui vont très fortement augmenter sur la période juillet, août, septembre. Si on regarde le phosphore sur les ouvrages de dépollution maintenant, donc là vous avez le Lacan qui est une lagune, la Serre avec le bassin d'aération et le Couffin qui est le lit bactérien. Donc sur la Serre, on voit qu'à Soulléry, on voit qu'il n'y a pas de souci entre l'amont et l'aval. Pour le lit bactérien, sur le Couffin, en fait, le phosphore ne va pas être traité par un lit bactérien, donc le phosphore se retrouve en aval de l'ouvrage de dépollution, c'est tout à fait normal. Et pour le Lacan, sur la lagune, on avait vu les départs potentiels de boue. Eh bien, en fait, on va le voir aussi parce que le phosphore est beaucoup plus présent en aval qu'en amont. Donc, pas de comportement particulier sur le phosphore par rapport à l'azote sur ces ouvrages de dépollution-là.
Donc là, rapidement, je fais un petit focus sur les risques en fait liés au phosphore et à l'azote, hein, notamment à l'enrichissement excessif des milieux, mais je pense surtout au lac de Saint-Étienne-Cantalès pour tout ce qui est problématique d'eutrophisation. Généralement, on dit que, voilà, que c'est le phosphore qui va être l'élément clé qui va contrôler le développement des cyanobactéries. Donc en termes de sources, il va falloir à la fois regarder l'agriculture, l'assainissement, l'industrie, mais aussi potentiellement l'érosion naturelle et les apports sédimentaires. Là, pour regarder un petit peu, pour avoir un ordre de grandeur des idées de phosphore arrivant au lac, on a essayé de calculer les flux de phosphore en kilogrammes par mois qui arrivent au lac en fonction des masses d'eau principales. Donc en bleu, vous avez l'Autre, en rouge, vous avez la Jordanne, et en vert très foncé, vous allez avoir la Serre. Ben, ce que l'on voit, c'est que malgré que l'Autre présente les concentrations les plus élevées en nutriments, c'est quand même malgré tout la Serre qui va apporter le plus de phosphore au lac. Alors ça s'explique aussi parce que le débit de la Serre est beaucoup plus important que le débit de l'Autre. Et on voit que sur l'année, les apports principaux ont quand même lieu l'hiver. Parce qu'en fait, en termes de flux, il ne va pas y avoir plus de nutriments l'été. Parce qu'en fait, on va avoir moins d'eau, mais des concentrations plus élevées. Donc, ça revient en fait au même, si on regarde en termes de flux. Par contre, l'hiver, on a vraiment un apport, on a vraiment le lessivage, et en plus, on a les débits les plus élevés. Donc, c'est vraiment la période octobre, novembre, décembre qui va être contributrice au maximum de phosphore arrivant au lac. Et pour comparer un petit peu, on a réussi à récupérer des données de 2004 d'un rapport de Géonat qui avait lui été fait en 2012. Et on est en fait sur des concentrations relativement similaires. Hein. La Serre a porté 38 tonnes, nous on a vu 32 tonnes. L'autre en a porté 7, nous on en a vu 10. Donc voilà, on est sur ces ordres de grandeur. Bon, par contre, eux avaient vu que le Gavanel a porté 47 tonnes. On a quand même des doutes, nous, sur le fait que le Gavanel, au vu de son débit, puisse apporter 47 tonnes. Ça, bon, voilà, nous, on n'a pas les données sur le Gavanel. Derrière, on peut se dire, OK, on va avoir les flux de phosphore qui arrivent au lac en fonction des masses d'eau, mais on peut essayer d'aller plus loin et de discriminer la part de l'assainissement et de l'agriculture sur ce phosphore-là. Donc, ça, c'est juste voilà, une première estimation qu'on a fait. On n'a pas poussé beaucoup là-dedans parce qu'il faudrait des données plus précises. Mais ici, vous avez les concentrations en phosphore total à la sortie de Souleyri. Donc ça, c'est les données internes de l'ACABA sur l'année 2024. Et donc, on a calculé des flux de phosphore en kilogrammes par mois, là, qui ont été comparés en fait aux données de la Jordanne en 2023. Là, c'est les données 2024. On les a comparées aux données de la Jordanne, donc du cours d'eau, donc les données Agence de l'eau 2023, parce que les 2024 n'étaient pas encore disponibles. Donc c'est là aussi où il faut faire très attention à ce qu'on présente. Hein. Mais si le comportement de la Jordanne 2023 et 2024 est relativement similaire, ça voudrait dire que le phosphore total de Souleyri peut contribuer à 30% du phosphore présent dans la Jordanne. Et donc ça pourrait être décliné, encore une fois, avec un protocole un petit peu précis que ça, sur les autres masses d'eau pour essayer un peu d'estimer la part de l'assainissement sur les intrants au lac. Donc voilà, conclusion sur le phosphore. Voilà, sur la Serre, on a vu qu'on avait une saisonnalité marquée qui était aussi très fortement due à la baisse des débits l'été. Un enrichissement tout à fait logique vers l'aval, un impact relativement faible pour des steppes conventionnelles, hein, comme Souleyri. Et ça, c'est les concentrations. Ça, c'est les nitrates. Hop. Autre famille liée aux ouvrages de dépollution à l'agriculture, ça va être les phytosanitaires. Non, j'ai bientôt terminé. Les phytosanitaires. Donc là, vous avez les concentrations en phytosanitaires sur la Jordanne. C'est la Jordanne à Roufiac. Et là, c'est la Jordanne au pont du Bousquet. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'on a principalement deux molécules. Il y a le triclocarban, qui lui est un fongicide antibactérien, qui est utilisé sur pas mal de choses, à la fois du savon, des produits d'entretien, pardon, mais aussi tout ce qui va être habits, packaging alimentaire, cosmétique.
Et vous avez l'AMPA. L'AMPA qui est une molécule de dégradation du glyphosate, mais aussi une molécule de dégradation de détergent à base de phosphonate. C'est ce que je vous mets ici. L'AMPA, il a deux origines. Il a vraiment le glyphosate et les détergents à base d'aminophosphonate. Donc, il ne faut pas se dire on a de l'AMPA parce qu'on a du glyphosate. Et c'est ce qu'on va voir ici d'ailleurs. Ce qu'on voit, c'est que là, les concentrations en AMPA, elles sont de l'ordre de 0,04 ici, là, microgrammes par litre, avant de passer par Aurillac et par le rejet de la station. Par contre, à l'aval d'Aurillac, on voit qu'on a des concentrations qui ont été multipliées par 10 en AMPA. Et cette multiplication par 10 des concentrations, vous voyez, cette barre correspond à celle-là, celle-là à celle-là, et celle-là à celle-là. Cette multiplication par 10, elle n'est pas liée à l'utilisation extrêmement intensive de glyphosate au sein de l'Aqaba. C'est très peu probable. Pour nous, c'est beaucoup plus en lien avec le rejet de Souleyri, qui lui doit présenter des concentrations en AMPA relativement importantes, dues en fait au détergent et non au glyphosate. Donc voilà, et sur l'année, les augmentations de concentration, elles vont être aussi liées beaucoup au débit de la Jordan. Vous avez le débit de la Jordan ici, et on voit dès que le débit est très faible, les concentrations deviennent beaucoup plus élevées. Voilà. Ça se voit aussi sur la serre. Là, c'est les données de la serre à Sansac. Et les données de débit, par contre, sont celles de la serre à Vic-sur-Serre. Ce n'est pas exactement au même endroit. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est pareil, hein, c'est dominé par l'AMPA, qui est en vert très clair. Et là, on voit très nettement le lien entre le débit et les concentrations. Hein. Vous voyez que le débit chute et les concentrations augmentent. Là, le débit augmente, les concentrations chutent, et inversement. Donc, il n'y a pas d'apport très particulier sur des périodes de l'année, ça on ne le voit pas. Par contre, on voit juste une variation de concentration en lien avec le débit. Par contre, les concentrations sont quand même relativement élevées en AMPA, hein, parce que là, vous avez ici le seuil en rouge des 0,9 microgrammes par litre, qui est le seuil pour les molécules non pertinentes, qui est généralement bien dépassé par l'AMPA sur des grosses périodes d'étiage. Hein. Et encore une fois, cet AMPA, pour nous, il a pour origine aussi un petit peu le glyphosate, mais aussi beaucoup tout ce qui va être les détergents, parce qu'en fait, l'AMPA, il est persistant bien au-delà des périodes de traitement, même sur la serre. Si on regarde maintenant les ventes de pesticides, donc là, vous avez les ventes à l'échelle de l'Aqaba. Vous avez les données 2015 en bleu clair et les données 2022 en vert foncé. Déjà, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une baisse de 25% des ventes entre 2015 et 2022. Ces ventes, elles sont dominées par le glyphosate, à la fois en 2015 ou en 2022, avec près de 1 tonne vendue sur l'Aqaba en 2022. Et après, vous avez d'autres molécules comme le diméthanamide, le pendiméthaline, prosulfocarbe, qui est aussi très utilisé, ou le triclopride. On voit qu'il n'y a pas une variation significative des usages de molécules entre 2015 et 2022. On a juste une baisse globale qui aussi est fortement due à la baisse de glyphosate. Alors, faut toujours faire attention aussi quand on regarde les ventes de phytosanitaires à l'échelle des communes, parce qu'en fait, parfois, les ventes ne sont pas enregistrées là où les pesticides vont être utilisés. Donc, on peut aussi regarder d'une manière plus globale à l'échelle du Cantal. Et à l'échelle du Cantal, en fait, le comportement, il est le même. On a une baisse quasiment dans les mêmes proportions, avec une baisse significative sur le glyphosate, qui est quand même la molécule la plus achetée. Pareil, suivi par le diméthanamide, le prosulfocarbe, le triclopride. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce soit sur l'Aqaba ou sur le Cantal, on est sur une dynamique de réduction des achats avec des usages relativement similaires en termes de molécules. Voilà. Autre famille de molécules qui présente tout son intérêt là notamment les ouvrages de dépollution, ça va être les résidus pharmaceutiques. Donc, c'est pas mal, il y a des données. Alors, en interne, vous n'avez pas de données là-dessus.
Mais par contre, l'agence de l'eau avait quelques données. Donc là, on va de 2018 à 2021 sur la Serre et la Jordan. Donc on voit que la molécule dominante, là, enfin, on trouve quatre molécules principales. Le metformine, qui est un anti-diabétique, qui est utilisé très intensivement. C'est une molécule qui est quand même très prescrite. L'oxazépam, qui est un antidépresseur, le paracétamol, qu'on connaît tous, qui est un antalgique, utilisé à la fois pour l'homme et pour l'agriculture, et la carbamazépine, qui est aussi très, très utilisée. Et il faut savoir qu'en fait, les résidus pharmaceutiques, enfin, les médicaments vont être administrés, vont être ingérés, et généralement, ils sont excrétés sous forme quasiment inchangée via les urines et se retrouvent après dans le réseau d'eau usée, et ils ne sont pas traités par les stations, donc ils sont rejetés, enfin, ils sont quasiment pas traités aujourd'hui par les stations, donc ils sont rejetés directement dans les masses d'eau. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une contamination qui est plutôt constante, et en fait les fluctuations, encore une fois, elles vont être liées aux fluctuations de débit. L'été, on a les baisses de débit, c'est là où on a plus de résidus pharmaceutiques. Voilà. Donc sur la Jordan, on a des concentrations en somme qui arrivent à 1,2 microgrammes par litre. Et sur la Jordan, on arrive à des pics, par contre, généralement, par exemple, ici, on est à 4 microgrammes par litre, donc 4 fois plus que sur la Serre. Donc ça commence à être des concentrations relativement importantes, et notamment sur la Jordan, dominées par le metformine. Mais ça, après, voilà, c'est des molécules qu'on retrouve très couramment, nous, quand on fait des suivis de rivière. Et on a que ces données-là aujourd'hui sur le résidu pharmaceutique. Donc, il n'y a quand même pas grand-chose. Donc, pour conclure un peu là-dessus, on voit que l'impact de l'agriculture, il est relativement faible quand même sur le paramètre phytosanitaire, parce que les concentrations sont dominées par l'AMPA, qui, pour nous, a une origine principalement, enfin, les sources d'AMPA sont les stations d'épuration principales, ici. Il y a des secteurs encore où il y a un manque de données, notamment sur l'autre. Et aussi, on a un manque de données sur tout ce qui est métabolite de pesticides. Je pense notamment au métolachlor-ESA, qui était une molécule qui posait quand même qui pose pas mal de soucis. Mais aujourd'hui, il n'y a pas trop de données là-dessus sur ce secteur. Et pareil, sur les résidus pharmaceutiques, on a quand même très peu de données. Et sachant qu'aujourd'hui, la révision de la directive sur les eaux résiduaires urbaines, la nouvelle DERU, va imposer, comme je vous disais, pour les grosses stations d'épuration, le traitement de 12 résidus pharmaceutiques. Et du coup, ça serait potentiellement pas mal d'avoir une idée déjà sur les dynamiques de ces molécules-là par rapport à vos stations et vos milieux. Mais ça, je vous en parle, j'en parle un peu dans mon ouverture après. Rapidement, là, j'ai aussi travaillé sur les données, là, sur la problématique des mousses blanches. Et sur les prélèvements horaires là que vous avez fait lors de l'arrivée de mousse blanche, voilà, on va plutôt regarder ça. Et donc nous, en fait, sur ces mousses blanches, au départ, voilà, on pensait à une origine aussi avec des produits surfactants, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de produits surfactants. Ils ont été analysés, ils sont inférieurs aux limites de quantification. Donc ça a permis d'écarter certaines choses. Donc chez vous, on a un régime très torrentiel, donc en fait sur ce genre de problématique, en plus, ça va tout amplifier. Voilà. Donc pour nous, l'hypothèse sur ces mouches blanches, c'est que l'origine, elle n'est pas unique. Elle n'est pas unique. Il y aurait à la fois du ruissellement sur les terrains agricoles, ça c'est sûr, mais il y aurait aussi potentiellement des rejets de petits laits et d'eau de lavage des industries laitières, et ça serait vraiment un mix des deux. Alors pourquoi? Parce que en fait, la bactériologie, les MES, le phosphore, la DCO, le NPK, ça s'avait bien pensé aussi un lessivage de terrain agricole. Par contre, les NH4, NO2, on devrait en voir aussi si on avait uniquement du lessivage de terrain agricole. Et la couleur blanche, elle aussi ne fait pas trop penser à du lessivage agricole. On aurait plutôt une couleur grise ou marron. Et ça serait potentiellement justement plus des protéines surfactantes de laiterie qui moussent très blanc et qui donneraient cette mousse blanche. Donc pour nous, il n'y a pas une source particulière, mais c'est vraiment multifactoriel. À la fois le lessivage des terres agricoles et aussi des rejets d'industrie laitière. Donc ça, c'est un petit focus parce qu'on va lui demander de regarder rapidement ces données-là. Donc là, j'ai fait le tour un petit peu de toutes les données, voilà.
Et là, on a aussi travaillé sur des recommandations qu'on pourrait faire à la suite de ce travail. Donc, une des premières choses, c'est dans tout ce qui est gestion de la donnée. En gros, pour nous, la CABA avait beaucoup de données et a beaucoup de données et fait quand même un suivi qui est relativement poussé et pour nous relativement aussi adapté aux problématiques. Le problème, c'est que ces données sont mélangées entre des services avec des formats différents et il n'y a rien en fait qui va regrouper toutes les données disponibles. Pareil, les données de l'agence de l'eau sont disponibles, vous pouvez les récupérer. Les données de l'ARS sont disponibles, vous pouvez les bancariser. Et l'idée, c'est de se dire, ça serait pas mal d'avoir un système pour harmoniser et bancariser les données à la fois internes, donc tous vos suivis, et les données aussi externes. Donc pour ça, il y a des choses qui existent, qui vont du plus simple au plus complexe, mais des choses simples, ça serait déjà de mettre en place des fichiers Excel qui seraient complètement formatés entre les différents services, que ce soit GEMAPI ou assainissement, pour pouvoir après reprojeter tout ça plutôt facilement. Ou ça serait directement même, je vais... Tac, mon écran a suivi, là vous avez toujours... C'est bon, il faut juste que je baisse ça. Tac. Ouais, ça a dû changer, c'est bon. Ou par exemple, là, vous avez un système de bancarisation de données qu'on a réalisé, là, notamment, c'est avec Toulouse Métropole, où on fait la bancarisation de données RSDE. On fait la bancarisation, là, c'est toutes les données RSDE qu'ils ont en fonction de, ils ont plusieurs sites d'études. Où derrière, ils vont pouvoir naviguer en fonction des dates, parce que ça va de 2018 à 2025. Donc, si on change les dates, les données s'adaptent. On a tous les sites d'études. On peut aller regarder chaque molécule en particulier. Donc, ça, c'est les données RSDE. Mais on va aussi avoir les données milieu naturel. Donc, vous avez toutes les stations qui sont aux alentours de Toulouse, avec pareil, des shifters temporels qui permettent de vraiment aller sélectionner ce que l'on veut. On peut aller chercher les stations. On va aller regarder les données sur toutes les stations, sur tous les paramètres que l'on souhaite. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Et derrière, on peut aussi faire de la cartographie un peu poussée. Où, là, l'idée, même avec Toulouse, ça a été, eux, ils avaient une demande un peu particulière qui était de voir aussi tout leur réseau d'assainissement. Donc, il a fallu reprojeter aussi tous les réseaux d'assainissement avec les références des regards, tout ce genre de choses. Donc, on peut aller quand même assez loin là-dessus. Et on peut aussi intégrer, alors ça, je recoupe aussi avec le manque de données sur les industries que vous avez sur votre secteur. On peut aussi ajouter des cartes, par exemple là, on va repartir à 0. Là, c'est la base de données Sirène, donc avec toutes les activités en fonction des codes APE. Donc, vous avez les principales catégories. Donc, par exemple, si l'on cherche, je ne sais pas, on va chercher automobile. Industrie, automobile, on va rajouter, voilà, tout ça. Bon, on rajoute plein de choses. Non, pas ça. Tac. Hop. Derrière, ça va les récupérer. Ça va les récupérer sur la base de données Sirène, en fait, toutes les infos disponibles sur ces activités-là. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de choses que si on regarde uniquement Géorisque. Et là, vous allez pouvoir cibler les garages auto. Vous allez pouvoir directement aller regarder les données. Donc voilà, enfin, du coup, c'est juste pour montrer ce que pourrait être un outil de bancarisation, mais pas uniquement de la bancarisation, de la visualisation et aussi de la cartographie derrière, vraiment en fonction des besoins. On peut aussi intégrer des cartographies de flux où on peut enlever des molécules, les flux sont recalculés. Donc, enfin, tout est imaginable sur ce genre de choses. Tac. Une deuxième recommandation, ça serait sur la consolidation des données. Parce qu'il y a quelques données qui sont encore aberrantes. Par exemple, on a remarqué que sur les données des nitrates, par exemple, on était sur 22 mg et 44 partout sur le mois de mars. Pour nous, ça, c'est des mauvaises mesures.
Donc l'idée, c'est de se dire, ben voilà, établir une stratégie peut-être de validation de la donnée, se dire, ben, si on a ce type de données, c'est que en fait, il y a une aberration quelque part, soit la mesure n'a pas bien été faite, soit l'appareil ne marche pas, soit la bancarisation, il y a eu une erreur. Et donc de mettre en place ben voilà, de la fiabilisation de la mesure, de la formation continue, entre guillemets, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, hein, des équipes sur le fait, ben, par exemple, je pense notamment aux données qu'on a sur le Lacan, où on a plus de nitrates en amont qu'en aval, ben, peut-être que potentiellement ce prélèvement a été effectué, je ne sais pas, dans une flaque d'eau et que du coup ce n'est pas du tout représentatif. Et donc voilà, là c'est juste essayer de voilà, former en continu les équipes sur les bonnes pratiques, surtout que vous faites quand même beaucoup de mesures. Donc c'est intéressant quand même d'avoir voilà, une formation quand même sur la fiabilisation un peu de ces données. Concernant l'agriculture, ça c'est une recommandation qu'on fait toujours, hein, mais de l'animation qui encourage les pratiques alternatives et respectueuses avec des plans d'action, avec des plans d'action des agences qui vont notamment accompagner les agriculteurs. Mais bon, ça c'est vrai que sur votre secteur, l'impact de l'agriculture, notamment sur les phytos, il n'est pas très important. C'est plus concernant le ruissellement agricole, où il faudrait peut-être aller travailler et comprendre et mieux gérer les flux azote-phosphore qui proviennent de l'agriculture. Notamment pour ça, il y a tout ce qui est faisable, c'est de faire une étude pour aller cibler préférentiellement des zones avec des forts ruissellements agricoles. Et pour ça, il y a une méthodologie qui a été développée, notamment par l'INRAE, et qui a été réadaptée récemment là, en 2015 sur le projet Verso, qui va en fait mettre en évidence la sensibilité à l'érosion de certains sols. Et pour ça, il va y avoir une étude cartographique, donc étude du sol, avec le RPG, le Core Inland Cover, une étude de la topographie, on va aller récupérer les pentes, les aires drainées, et une étude de la pédologie, on va aller voir les croûtes de battance et l'érodabilité des sols, pour définir en fait des zones à risque. Et je pense notamment sur tout le secteur de l'autre. Et en fait, l'idée, c'est à la fois de coupler cette étude, entre guillemets, a priori, parce que c'est une étude cartographique, avec derrière, vous, votre connaissance du terrain, et le fait d'aller sur le terrain, voir si les zones de sensibilité à l'érosion maximale, c'est vraiment en fait des zones qui correspondent à ça. Voilà, sur l'assainissement, bon après Nicolas pourra rebondir, hein, je ne suis pas le spécialiste non plus de l'assainissement, hein, mais un entretien régulier des ouvrages, je pense notamment au curage de la lagune, qui permettrait d'éviter des départs de boue et du coup d'azote et de phosphore derrière. Voilà, je pense au rejet de résidus pharmaceutiques avec la nouvelle directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines, avec les zones sensibles aujourd'hui qui ne sont pas encore définies, mais potentiellement les zones où l'eutrophisation sera maximale vont pouvoir rentrer sur ces zones sensibles. Donc peut-être en amont commencer à réfléchir sur la station, à voir comment on pourrait la faire coller en fait à la future réglementation. Pareil, voilà, sur l'AMPA, je mets identification de l'origine. Pour nous, il y a des grosses suspicions sur le fait que ce soit plus l'assainissement et donc du coup l'usage de détergents, donc plutôt industriels, qui apporte de l'AMPA aux stations et donc aux cours d'eau. Donc ça, c'est une hypothèse. Donc maintenant, ça serait peut-être à vérifier. Un renforcement des phytos où on n'a pas de données. Je pense notamment, c'est ce que je vous disais, le métabolite du métolachlore, qui est le métolachlore ESA. On n'a pas beaucoup de données, ou encore des molécules comme le chlorothalonil. Ça, c'est à voir aussi en fonction de molécules non étudiées, mais dont l'usage est avéré aussi sur votre territoire. Par exemple, sur la Charente, on travaille beaucoup sur le chlorothalonil. Peut-être que sur votre territoire-là, il y a d'autres molécules à étudier. Et pareil, là je pense sur l'azote et phosphore, peut-être pousser un petit peu plus loin l'étude qu'on a fait où on regardait les flux, les flux de phosphore arrivant au lac et les contributions assainissement agriculture, et ça pourrait donner quelques éléments de réflexion et de stratégie à mettre en place pour la suite. Et sur l'industrie, on a vu aussi, bon là je ne l'ai pas présenté, mais on a vu quelques pics de molécules comme le diuron. Diuron, c'est un phytosanitaire, un fongicide qui est utilisé dans les peintures, dans les enduits, dans les crépis, donc qui va se retrouver à la station et derrière dans le cours d'eau.
Et donc ça, c'est pareil, communiquer pour sensibiliser en fait sur le fait que sur ce type d'usage, peinture, crépi, bâtiment, il va y avoir des biocides et les biocides vont pouvoir se retrouver dans les masses d'eau, dans les stations. Et aussi, ce qui est important, si vous faites de la sensibilisation là-dessus, c'est aussi sur tout ce qui va être nettoyage du matériel. Parce que là, nous, on a travaillé sur le secteur de Limoges et on a vu qu'on avait des pics pareil en biocides. Et pour nous, ces pics de biocides sont liés à des mauvais nettoyages de matériel, où les peintures sont remises directement dans les eaux usées et se retrouvent à la station. Et là, on a des pics de phytosanitaires. Sur le renforcement des données, faudrait peut-être faire quelque chose sur les PFAS pour commencer à avoir des données, parce qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment rien. Et on sait que les PFAS, voilà, c'est des molécules qui vont... la problématique ne fait que grimper, donc personne n'y coupera. Donc peut-être se dire que faire sur ces molécules aujourd'hui. Et sur les métaux, voilà, aujourd'hui, on a peu de données sur le chrome et le cadmium. C'est ça qu'on a mis en évidence, à la fois les données internes, les données agences de l'eau. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose. Et donc là, j'ai fait le tour. Donc voilà, à peu près, on a essayé d'être plutôt exhaustif, à la fois sur les données du territoire, sur les données qu'on a utilisées pour nos conclusions. Et voilà. Et puis j'attends vos retours, du coup. Merci. J'ai une première petite question. Pour les phytos, du coup, est-ce que ça peut suivre dans la phase sédimentaire? Les phytos, il n'y a pas tant d'intérêt que ça de les suivre dans la phase sédimentaire. Ok. Ils ont une très très forte affinité pour l'eau. Donc généralement, ils sont lessivés quand même tout de suite et ils se retrouvent dans la phase aqueuse plutôt. Phyto ou pharma, hein, c'est la même chose. Hein. Oui, c'était ma deuxième question. Les pharma, les types de suivi à mettre en œuvre, c'est pareil, c'est dans l'eau comme les phytos. Ouais. Ouais, c'est dans l'eau aussi, ouais. Et minimum 2 fois par an? Après, minimum, il n'y a pas de. Il n'y a pas de minimum, ouais. L'idée, c'est de se faire au moins 2 saisons. Le mieux, c'est 4 fois par an, une fois à chaque saison. Et après, 2 fois par an, c'est pas mal. Ok. Je continue s'il n'y a pas d'autres questions. Sur la nouvelle des rues, là, tu en as parlé. Est-ce qu'il y aura un suivi obligatoire ou c'est plutôt pour le moment, il y a des obligations de traitement à horizon 2040, je crois, voire plus? Alors, il n'y a pas d'obligation de suivi aujourd'hui. Hein. Non, il y aura les obligations de traitement à horizon 2033 et 2045, je crois. Mais encore une fois, vous n'allez pas y être soumis. Sauf, encore une fois, c'est ce que je disais sur la définition des zones sensibles. Aujourd'hui, les zones sensibles, il n'y a pas de définition claire. On sait que des zones sensibles, ça sera déjà toutes les stations qui rejettent directement dans un lac. Ça, ils considèrent ça comme zone sensible. Vous, je ne sais pas. Là, honnêtement, je sais pas grand monde a des billes là-dessus aujourd'hui. Mais par contre, après, il y aura au-delà d'une obligation de suivi, une obligation de traitement. Il y a des traitements quaternaires à mettre en place pour pour atteindre un rendement de 80% sur les 12 molécules, là, notamment pharmaceutiques. Je crois qu'il y a des traitements sur le phosphore obligatoires à mettre en place. Voilà. Mais qui va y être soumis encore, c'est pas clair. Ok. Et après, donc, tu as évoqué les PFAS, là, visiblement, ça fait que démarrer la problématique sur ces molécules-là. Ouais. Ça se suit comment, les PFAS concrètement? Ça se suit sur de la phase aqueuse aussi. Hein. Ouais, tu le suis dans l'eau. Vraiment sur la phase, tu vois, la phase sédimentaire, ce qui est suivi, c'est les HAP, hein, en fait. Hein. Il y a quasiment que les HAP qui sont suivis. Voilà, à la limite, tu fais les métaux, parce que des fois, ouais, les sédiments peuvent être un stock de métaux. Mais c'est principalement les HAP hein, sur ta phase sédimentaire.
Et après, dernière chose, sur du coup les flux de phosphore, moi c'est un truc qui m'a vachement interpellé, que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour être un peu plus fin dans ce suivi et être moins sur des interprétations via des extrapolations? Bah déjà, que vous intégriez dans votre suivi GEMAPI là, vraiment juste à Mont-Lac, vraiment, vraiment avant que ça arrive, vous mettiez une station juste là. Euh, Pareil, si les stations de débit sont un peu loin, bah ça, à la limite, on peut faire des extrapolations. Après, bah, bien suivre les rejets des ouvrages d'assainissement. Ouais, et là-dessus, Mathias, excuse-moi, Ouais. il y aura, ce qui sera intéressant, c'est depuis fin d'année, là, il y a les DO qui sont en place, et du coup, de récupérer les volumes surversés. En plus, comme ça, tu auras sous les riz le rejet de phosphore, mais tu auras Ah ouais, il y aussi aura l'amont. ouais. Et là, ça c'est en place. Enfin, maintenant, ça fonctionne bien. Donc, sur 2025, il y aura toutes les données, quoi. Ouais, ok. Non, mais c'est ça, c'est de se dire, moi, je veux voir ce qui arrive au lac. Donc, dans tous les cas, je me mets une station de suivi juste au lac. Je veux voir l'impact de l'assainissement. Donc, bah, de toute façon, je suis mon rejet et je suis mon milieu avant le rejet aussi pour me dire, avant, après, comme ça, je me dis, bah, mon rejet, il rejette tant. Avant, j'ai ça. Après, j'ai ça. Mon rejet, il est à tant de pourcents du coup de ce qu'il y a dans le cours d'eau, quoi. Il faut vraiment faire un focus sur les ouvrages de dépollution et sur l'amont du lac, quoi. Oui, parce qu'en plus, les données que j'ai prises, c'est ça, tu vois, c'est que les données agence de l'eau, elles datent de 2023, les données du rejet de Souleyri datent de 2024, donc c'est quand même plutôt bancal. C'est histoire de juste dire la méthode, on peut faire ça, plutôt que de prendre les résultats pour content, quoi. Sur la bancarisation des données, là, c'est ce que vous avez présenté, c'est des choses que vous avez déjà développées sur plein de collectivités. C'est un outil qui vous est propre ou comment Oui. ça? Ouais, c'est un outil qui nous est propre, là, celui que j'ai présenté. Ouais, on l'a déployé à Limoges, on l'a déployé à Toulouse et on l'a déployé pour un petit syndicat d'eau potable. Là. Mais du coup, vu que c'est un outil qui nous est propre, justement, les outils de Limoges, de Toulouse et du syndicat ne sont pas les mêmes. L'interface est quasiment la même, mais les données dessus, c'est ce que je montrais. Il y en a où ils ont voulu qu'on intègre le SIG avec leur réseau d'assainissement. Donc, enfin, tout est, D'accord. tout est faisable, quoi, à ce niveau-là, quoi. Il faut tout mettre dedans. On fait un SDE, convention de projet, plein de choses. Bon, c'est ça qu'aujourd'hui, je suis assez d'accord sur le fait qu'on a un problème sur la gestion de données, quoi. Et du coup, l'interprétation. Oui. Bon, mais il n'y a plus d'autres questions. Merci Mathias pour la présentation. Et du coup, j'imagine que tu nous feras suivre le rapport définitif dans les semaines à venir. Ouais, le rapport, le diapo, tout, ouais. Ok. Ouais. Ok, bon, si c'est bon, après, sinon, n'hésitez pas à revenir vers moi, il n'y a pas de souci, avec plaisir, je vous répondrai. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, bonne journée. Bonne journée, Mathias. Salut. Au revoir.